Au cœur du Moyen-Orient, l'Irak est un vrai trésor stratégique, traversé par le Tigre et l'Euphrate, riche en pétrole et situé au centre de la région. Dans les années 1980, en pleine guerre froide, les États-Unis et leurs alliés ont vu dans ce pays non seulement un fournisseur de pétrole, mais aussi un terrain idéal pour tester leur stratégie de domination économique et politique, celle des assassins financiers popularisé par John Perkin, que j'ai d'ailleurs expliqué dans une vidéo précédente. Le but, faire de l'Irak un pays dépendant économiquement et politiquement, comme ils avaient déjà réussi ailleurs en Arabie Saoudite par exemple. Mais cette fois, les plans américains vont se heurter à un dirigeant ambitieux, Saddam Hussein, dont la vision ne correspond pas du tout à ce que Washington avait prévu. Bienvenue chez Socratie et nous sommes aujourd'hui dans l'épisode numéro 8 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment les États-Unis ont essayé de coloniser l'Irak et surtout comment ça a raté. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vous fais un rapide contexte historique. Dans les années 1980, la plupart des Américains connaissaient à peine l'Irak. Mais derrière, en coulisses, des consultants, des ingénieurs de la Banque mondiale, du FMI, de l'USAID et des entreprises comme Halliburton ou Bechtel suivaient de très près le développement de ce pays. Mais alors, pourquoi l'Irak intéressait tant de monde? Il y a 3 raisons à cela. La première, bien évidemment, et la plus connue, c'est le pétrole. Des gisements énormes, peut-être plus grands que ceux de l'Arabie Saoudite. La deuxième, c'est l'eau. Le Tigre et l'Euphrate contrôlent l'accès à l'eau de toute la région. Et la troisième, c'est la position géopolitique. Elle est frontière avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Jordanie, la Syrie et la Turquie. Et elle est très proche de l'URSS et d'Israël. Pour les États-Unis, l'Irak, c'est bien plus que du pétrole. C'est sécuriser l'énergie, contrôler les fleuves et avoir un relais d'influence sur une zone stratégique. Les Américains avaient un plan pour transformer l'Irak en un pays dépendant de leur économie et de leur technologie. Le but était très simple, lancer de grands projets, barrages, centrales, routes, villes nouvelles, financés par des prêts internationaux et gérés par des entreprises américaines. Résultat, endetter le pays et contrôler toutes ses ressources. Exactement comme en Arabie Saoudite, au Panama, en Équateur, pays dont j'ai déjà raconté leur histoire dans les vidéos précédentes. Saddam Hussein, lui, il aurait pu être un partenaire docile, assurer un approvisionnement constant de pétrole, signer les emprunts pour financer les projets, moderniser son pays selon les intérêts américains. Leur plan était très clair, moderniser l'Irak avec les dernières technologies, contrôler la politique via la dette et fournir toutes les infrastructures, même militaires, comme les chars, les avions ou les installations chimiques. Et alors voilà, cette stratégie utilisée au Panama, au Venezuela, en Iran, en Arabie Saoudite et j'en passe, eh bien ici elle a complètement échoué et je vais vous expliquer pourquoi. Et contrairement aux Saoudiens, Saddam Hussein refuse de devenir un simple client des assassins financiers. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est sa vision indépendante. Saddam veut moderniser l'Irak, oui, mais à sa façon. Il veut renforcer l'État et étendre son influence dans la région, surtout face à l'Iran post-révolutionnaire. Ensuite, c'est son ambition régionale. Il ne veut pas se plier au plan économique et militaire américain et utiliser les ressources irakiennes pour renforcer son pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et la troisième, c'est une conscience stratégique. Avec son pétrole et ses fleuves et sa position géographique, l'Irak peut rester relativement autonome. Refuser de céder à la dépendance fait de Saddam un vrai obstacle pour les plans américains. Et cette résistance va très fortement frustrer l'administration de Bush et préparer le terrain pour les conflits futurs. Pendant les années 80, la guerre Iran-Irak, que je rappelle était de 1980 à 1988, va offrir aux États-Unis une occasion en or pour tirer parti de la situation. Ils soutiennent discrètement l'Irak contre l'Iran pour contenir l'expansion révolutionnaire, vendant des armes et transfèrent des technologies, parfois en contournant les lois internationales et en gardant une relation ambivalente avec Saddam, un allié utile contre l'Iran, mais jamais un client économique docile. Cette guerre, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, a fait plus de 1 million de morts et a ruiné les deux pays, mais a permis aux États-Unis de consolider indirectement leur influence dans la région, tout en observant de près le refus de Saddam Hussein de se soumettre à leur plan financier. En août 1990, Saddam franchit un nouveau cap et envahit le Koweït pour résoudre des problèmes économiques et sécuriser encore plus le pétrole. Pour les États-Unis, c'est un défi direct à leurs intérêts et à l'ordre mondial tel qu'ils l'imaginaient. Donc le président George Bush réagit immédiatement. Une coalition internationale est mobilisée avec 500 000 soldats américains. Une campagne aérienne intense est lancée, suivie d'un assaut terrestre rapide. Et les forces iraniennes sont vaincues. Le Koweït retrouve son indépendance.
Cet épisode montre un truc. Quand les assassins financiers échouent, les États-Unis n'hésitent pas à partir sur de gros moyens militaires pour imposer leurs intérêts. Et donc Saddam Hussein, pour résumer, n'a jamais voulu devenir un simple allié économique des États-Unis. Cela a mené à une confrontation militaire et à une instabilité durable dans la région. Ce conflit montre comment les intérêts financiers, géopolitiques et militaires se mêlent dans les relations internationales. Donc l'histoire de l'Irak dans les années 1980 et 1990 prépare le terrain pour les événements futurs au Moyen-Orient. La guérilla entre les États-Unis et l'Irak se poursuivra dans les années 1990 et les années 2000. Les relations entre les puissances occidentales, les pays islamiques et les régions radicalisées deviennent de plus en plus complexes. L'Arabie Saoudite et ses liens avec les États-Unis joueront un rôle central, notamment dans le financement de groupes armés et dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001. Dans les prochains épisodes, nous verrons ces relations, la radicalisation islamique, le rôle de l'Arabie Saoudite et comment tout cela a conduit aux attentats du 11 septembre et à la guerre contre le terrorisme. Voilà, c'était l'épisode sur l'Irak. J'espère que vous avez mieux compris ce conflit-là. Vous avez compris comment les assassins financiers ont échoué leur travail dans ce pays-là, puisque Saddam Hussein a refusé catégoriquement d'être allié avec les États-Unis. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de plus de détails ou juste par curiosité. Je reviens dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie.